Je vous fais pour votre brillante entrée en matière, mais c'est aussi l'ami et le fonctionnaire fidèle, le haut fonctionnaire. Nous avons cheminé beaucoup en Afrique de l'Est, en Japon, Corée, beaucoup de fois. Et je crois que vous êtes aussi quelqu'un qui connaît bien les arcanes des équipes nationales et de la fédération. J'ai souvent des anecdotes que je racontais justement à propos de nos voyages et des joueurs qu'on rencontrait le soir. En tout cas, merci. Les amis journalistes ne sont pas trompés en vous désignant modérateur. Chers amis journalistes de la presse sportive, chers amis de la fédération, chers amis du football, tout simplement, parce que j'ai le plaisir de retrouver ici de vieux amis avec qui aussi on a travaillé ensemble au niveau de la fédération en son temps, Mounama, Louis Lamotte, avec beaucoup de souvenirs heureux. Alors, moi j'ai eu comme thème nos clubs et l'Afrique, comment combler le fossé. C'est vrai qu'au départ, j'ai souri un peu et j'ai dit, mais c'est un thème très provocateur. Combler un fossé d'un football en détresse. Pourquoi ils l'ont formulé comme ça? Et puis j'ai dit, peut-être ça me permet aussi de brasser large. Parce que ma première réaction a été pour combler un fossé, il faut déjà arrêter l'hémorragie. Ni gas, wala likoy gas, ñu arrêter ko pour mën ko suul d'abord. Après, c'est comme ça que j'ai adama. Donc j'ai essayé aussi quelque chose de très important que j'ai eu. C'est la partie technique. Je suis technicien et c'est peut-être cette dimension technique sur laquelle il fallait peut-être que je travaille un peu plus. Cette récurrence des échecs de nos clubs, toujours aux portes de l'Afrique, a fait couler beaucoup d'encre depuis les indépendances et continue encore de créer beaucoup de déceptions. Et on n'avance pas beaucoup. Et pourtant, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé pour la plupart, ça a créé énormément d'initiatives. Les gens ont essayé, les hommes du football, les fédérations ont essayé, aussi bien en termes de financement que d'innovation dans les autres secteurs, techniques, infrastructures, etc. Mais la professionnalisation, ma question a été, est-ce qu'elle ne s'est pas faite un peu dans la précipitation? Je me rappelle en 1990, Ndjoleya est venu au Sénégal pour nous vendre sa professionnalisation, rappelez-vous. C'est aussi dire que quand Daour Gaye dit, 10 ans avant l'instauration du professionnalisme, je le cite, le football sénégalais est dans une situation de précarité, telle que l'introduction du professionnalisme peut aider à renverser la tendance. Et ainsi, il mettait effectivement de l'eau dans le moulin détenant du passage rapide au professionnalisme, comme remède miracle. Et 10 ans après, effectivement, tout le monde, et nous avons applaudi, en tout cas j'ai applaudi, quand on a décidé de placer de professionnaliser le football, en espérant que ça pouvait nous sortir un peu, justement, de ces échecs. Alors, ma réflexion est partie, mais très rapidement, de 1969, ce qu'on appelle la réforme Lamine Diack. Plus de 50 ans, donc, après cette réforme, qui avait comme idée, rappelez-vous, c'est vrai, il y avait les rivalités entre clubs, il y avait d'autres petits problèmes, mais en fait, la réforme, c'était aussi de créer des clubs forts. C'est vrai que la rivalité entre les clubs du Nord, Saint-Louis et Dakar, était telle, il y a eu beaucoup d'impondérables, beaucoup d'impairs, mais effectivement, je crois que le président Diack pensait aussi créer des clubs forts, en tout cas dans cette fusion et dans cette réforme-là. C'est aussi plus de 30 ans après la tenue des États généraux du football, qui avait réuni l'ensemble des acteurs et passé au peigne fin les mots du football. Parce que ces États généraux avaient justement vraiment travaillé à fond, réfléchi dans tous les aspects. C'était très inclusif. Votre organisation, et cette question, c'est aussi 21 ans après l'érection d'une direction technique nationale structurée sur la base d'un décret présidentiel en plus. Je ne sais pas si ça se faisait avant. Ce décret, il a existé. Donc, on percevait quelque part peut-être une volonté politique. Votre question, c'est 18 ans après la validation d'un plan stratégique de développement, Fédération sénégalaise de football, ministère des Sports, FIFA.
Bounama, la FIFA nous a envoyé une commande avec les différents éléments qu'il fallait remplir et retourner. Et je crois que vous avez été félicité justement pour le travail qui a été abattu. Donc déjà, cette préoccupation était encore là et le travail était là. Votre question, c'est aussi 12 années après la professionnalisation du football, ce que vous avez dit, donc par l'érection de la Ligue sénégalaise de football. Alors, ces efforts investis, beaucoup de fonds de relance, beaucoup d'argent de l'État. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que Souleymane l'a dit, l'État sénégalais a investi énormément. Il y a eu les fonds de relance, il y a eu le le PTIB aussi. Je crois qu'Adama, à un moment donné, on en a fait une partie. Moi, en tant que directeur du SNEP, j'ai géré une partie des fonds de relance qui étaient pour le football et l'athlétisme. Alors, mais le problème qui se pose, c'est que c'est des 10 années de financement parfois qui se sont soldées par un peu de dispersion, le manque de visibilité, la non-explicitation d'objectifs et peut-être l'absence d'évaluation. A-t-on évalué toutes ces années? Ça a été un problème. Aujourd'hui, donc, ça fait que le pays court toujours à la quête du trophée continental. Nos clubs tardent et peinent à rejoindre l'élite africaine. Les années se succèdent, la désolation continue. Alors, il y a beaucoup de souvenirs qui sont recensés, mais est-ce que si on interroge ces souvenirs, c'est par exemple la Jeanne d'Arc entre 1998 et 1982, je crois qu'Amsat était acteur aussi, justement, bien en amont de la professionnalisation, où le club a accédé, la GIA, 3 fois en quart de finale, dont une des fois, elle est allée jusqu'en finale. Il y avait Gaucher. Hein. Alors, et ces périodes-là, si on les interroge, on n'était pas encore dans le professionnalisme. Donc, je pense que le professionnalisme est venu, peut-être, on peut le dire, il est venu peut-être aggraver quelque chose qui était déjà là, parce que comme on l'a dit, il est venu peut-être encore ponctuer ou accentuer l'appauvrissement des équipes, la pauvreté dans laquelle déjà nous baignons. Alors, moi j'ai essayé d'avancer cette hypothèse, mais juste pour essayer d'avancer un peu dans la réflexion, c'est malgré les 10 années de professionnalisation, les clubs ne parviennent toujours pas à s'affirmer sur la scène africaine. Et ces échecs répétés, à mon sens, seraient dus à une transition trop rapide qui n'a pas permis au club, à la Ligue de football pro et à la tutelle de créer les conditions d'un environnement adéquat pour que le football professionnel puisse survivre. C'est une hypothèse que j'aimais, j'essaie un peu, je me faisais peut-être de... Alors, dans la réflexion et l'analyse, je pense qu'il y a toujours, depuis le début, des faiblesses qu'il nous faudra de toute façon conjurer si nous voulons avancer. Et par contre, on l'a dit, et j'espère qu'on va faire un plaidoyer vers l'État et vers le gouvernement. J'ai été très sensible et vraiment émotionné d'ailleurs par Saersek quand il s'adressait un peu aux autorités en demandant que, attention, le football professionnel risque de sombrer, aidez-nous. C'était vraiment un SOS qu'il a envoyé ces jours-là. Et je l'ai beaucoup compris. Hein? Alors, cette extrême vulnérabilité de nos clubs, due à la raréfaction des ressources, hein, moi je crois que une des premières, en tout cas, causes, c'est parce que, bon, les clubs sont pauvres. Le président de Dakar Sacré-Cœur disait que justement, c'est la poche des dirigeants qui fait vivre les clubs à un moment donné. La Covid-19 est venue s'ajouter, évidemment, à cette détresse-là, c'est évident. Quand on sait que l'efficacité d'une équipe, Pape Massata l'a dit tout à l'heure, on a beau faire le tour, l'équipe de football est un espace interactif, mais c'est un espace de convergence et de confluence de tous les efforts. On ne le voit pas toujours, mais tous les efforts qui ont été faits, quels qu'ils soient, c'est à l'expression du joueur qu'on peut les jauger. Et ce n'est pas visible, c'est la qualité du joueur. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour déterminer la qualité du footballeur, la qualité du spectacle, la qualité du jeu. C'est cela, hein. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour faire ça. Parce que comme ils l'ont dit, effectivement, le football, le sport est une marchandise qu'il faut vendre. Et sans qualité, elle ne peut pas. Tout à l'heure, je crois que c'est M. Varor qui disait que c'était peut-être justement le style d'organisation des compétitions, peut-être qu'il faudrait revoir. Mais je pense qu'il y a eu des périodes où les stades en championnat étaient remplis au Sénégal.
était rempli. Moi, je pense que quelque part, l'attractivité du jeu présentement, aujourd'hui, doit être aussi un point d'interrogation. Et comme il le disait, depuis quelque temps, il y a une sorte de reprise ou d'éclaircie du paysage et des compétitions, où peut-être le niveau, en tout cas, d'attractivité commence peut-être à se faire sentir. Peut-être. Est-ce que la qualification de nos deux équipes, Djaraf et Tenguech, en tout cas qui ont passé le premier tour, est une des raisons? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de l'effort qui a été fait par la Ligue professionnelle sur la régularité des championnats, quand même, du championnat. Depuis quelques années, je crois qu'on ne se plaint plus de ça. Mais peut-être que aussi les clubs ont fait certains efforts. Peut-être que la Covid-19 a permis que les gens confinés développent un peu psychologiquement un peu la cohésion de l'équipe. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Il faut l'analyser et peut-être justement faire peut-être une réflexion là-dessus. En tout cas, on a ce qu'on peut appeler un peu disons des menaces ou des problèmes qui se posent en termes peut-être de menaces ou de faiblesses. C'est déjà l'instabilité de nos équipes. Ça entre en ligne de compte un peu dans la performance des équipes. L'inexistence et la vétusté des infrastructures, on l'a dit. Les pratiques aussi qui relèvent encore de l'amateurisme, on les retrouve dans les clubs. On les retrouve dans la gestion des clubs, on les retrouve dans la manière dont on manage les clubs, etc. Parce que nous ne sommes pas des professionnels. Et comme je disais, peut-être que aussi le football professionnel est né avec une tare congénitale tirée de l'amateurisme. Et je crois que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui est facile à démontrer, mais qui devrait permettre justement qu'on s'en sorte. Que la fédération analyse à ce niveau-là, travaille sur la formation des dirigeants aussi, sur la gestion des clubs, etc., etc., ce qu'elle fait encore, mais comme on dit, comme il y a beaucoup de pas de géants, des choses à faire qui ne sont pas toujours faciles, c'est pas évident. Donc, l'autre élément, c'est juste évoquer peut-être des pistes qui sont déjà empruntées ou qui sont à explorer. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait cette lettre de mission de la part du ministère. Bounama, c'est quelque chose qui était donné, je crois que par le ministère à la fédération, une lettre de mission qui peut-être lui permettait à un moment donné d'évaluer tout simplement le parcours et les objectifs assignés à la fédération et de pouvoir juger ou apprécier. Je ne sais pas si ça existe toujours, je n'ai pas eu d'informations, je n'ai pas pu avoir, mais il y avait cet élément qui permettait en tout cas d'évaluer l'approche et la trajectoire donc tracée par la fédération. Le financement du football, on en a assez parlé, je crois, pour avoir des arguments pour le plaidoyer de sensibilisation du gouvernement, qui déjà fait pas mal, mais aujourd'hui, il faudrait qu'il fasse 2 fois plus. Et je dirais pourquoi. Cette demande, d'ailleurs, comme l'a dit Amsatou tout à l'heure, je crois que les doléances et la demande de financement du football professionnel a fait l'objet effectivement d'un conseil des ministres accepté par le gouvernement. Comme à l'époque Bounama, le gouvernement avait accepté de financer le projet de planification de la technique du football aussi, en son temps, c'était aussi accepté. Il n'y a pas eu malheureusement de suivi. Donc le suivi et évaluation des dispositions et des orientations qui sont contenues dans la lettre de mission qui est adressée à la fédération devrait être quelque chose pour le ministère, en tout cas, un fil rouge qui permet de guider et d'accompagner. Hein? L'accompagnement de la fédération dans sa recherche d'autonomie financière, je crois que les financiers, le chargé du sponsoring et autres ont donné des orientations, des dispositions. Je crois que la Ligue professionnelle, en tout cas, ne manquera pas de prendre en compte. Hein? Les infrastructures, Souleymane en a parlé. Il y a 3 jours, il y avait un scandale sur les infrastructures, mais c'est vrai qu'au Sénégal, les infrastructures posent problème. Et le président Saher Seck disait justement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans le sens de la privatisation des infrastructures, une gestion privée qui devrait permettre qu'on les rentabilise? Question. Je crois qu'il faut aussi explorer cette voie-là parce qu'aujourd'hui, effectivement, se pose problème. Et dans certains pays, même africains, les stades ne sont plus que des arènes de compétition entre équipes, c'est aussi des lieux de rencontre, c'est des lieux de commerciaux, etc., où les gens prennent plaisir à se retrouver, qu'il y ait match ou qu'il n'y ait pas match.
Ça aussi, c'est une réflexion à mener. Mais en tout cas, la gestion privée des stades, aujourd'hui, devrait se poser, puisque ça prend énormément d'argent. C'est détruit, mais on a expliqué une des raisons qui est fait qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Celle-ci est mise à rude épreuve, c'est un fait. Pour la fédération, c'est vrai que moi je pense que la fédération, elle l'a peut-être déjà fait, elle y est peut-être, ou c'est en cours, ou c'est en train d'être fait, c'est œuvrer à l'élaboration d'une planification stratégique rigoureuse qui permettra d'assurer, d'une part, le contrôle et l'exécution de l'ensemble des programmes conçus, d'autre part, les divers plans d'action dans les différents secteurs, et enfin, d'exécuter dans le court terme un plan stratégique de développement technique qui devra constituer la base essentielle et le pilier central de la relance. Ça peut paraître incongru en milieu professionnel de parler de développement technique qui renverrait presque au football amateur. Mais je pense que j'ai parlé tout à l'heure de la qualité du joueur. Ce jour-là, on ne peut le construire et le préparer qu'en bas. Et si cette structure-là n'est pas en place, nous avons beau faire, nous sortirons des talents. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ceux qu'on envoie à l'extérieur, il y a eu l'effort des académies et des centres de formation, il y a l'effort des éducateurs qui font tout ce boulot-là, mais je crois qu'on perd énormément de par les mauvaises conditions, l'absence de moyens, qui fait que la multitude, parce que le Sénégal, notre richesse, c'est l'engouement des jeunes au football et leurs parents qui les suivent et qui maintenant même payent pour leur faire payer les mômes qui disent maintenant je ne vais pas à l'école, je joue au football. J'en ai combien de mes neveux et petits-enfants. Bon, et ça, c'est un problème qu'il faudrait peut-être pouvoir régler en disant comment accueillir tous ces jeunes qui veulent jouer. Les Hollandais sont moins nombreux, mais ils sont des centaines de milliers qui sont pris en charge dans ça. Parce que le bénéfice, il vient après. Comme l'a dit Pape Massa tout à l'heure, maintenant les gens ruent chez nous pour écrémer et prendre les talents. Mais il faudrait aussi que peut-être nous puissions en profiter en faisant en sorte que, et élargir la masse et la base de joueurs talentueux et de joueurs bien formés, parce que comme il l'a dit tout à l'heure aussi, un joueur professionnel, c'est un joueur qui est passé par un centre de formation, qui a des qualités indéniables et qui attend de vivre de son métier. Et c'est très important. Donc je pense que ce plan de développement, pour moi, devrait être soutenu par la fédération, par la ligue professionnelle, par toutes les instances, mais particulièrement par le ministère. Particulièrement par le ministère. C'est extrêmement important. La ligue professionnelle, je crois qu'aussi, il faut qu'elle soit moins complaisante, peut-être qu'elle ne l'est pas, ou en tout cas qu'elle soit plus rigoureuse et plus exigeante. C'est une petite anecdote que je donne. J'ai 2 témoins dans la salle, si ce n'est pas ça. On nous avait confié à un moment donné, à l'approche de la réforme du football, on nous avait confié donc le dossier sur la réforme du football à la direction technique nationale. Nous y avions travaillé. Le premier critère était un critère économique et financier. C'est-à-dire que c'est les clubs qui avaient le plus de capacité financière qui devaient être d'abord sélectionnés. Ensuite, le niveau venait et d'autres éléments devaient entrer en ligne de compte. Quand on a terminé ce travail-là, nous avions à peine 10 clubs pour faire la Ligue de football première division ou Ligue pour le premier niveau. Nous sommes allés au comité de gestion ou au bureau, je ne sais plus comment s'appelait l'instance. J'ai présenté le document en disant, nous avons 10 clubs, mais au moins on s'assure que ces 10 clubs pourront tenir la dragée haute et terminer les saisons, peut-être parce qu'ils ont des garanties, etc. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 clubs de division 2 d'ailleurs, qu'on avait fait remonter parce qu'ils présentaient des garanties financières intéressantes. Mais nous avions juste fait des propositions parce que c'était effectivement au comité de gestion ou au bureau de décider. Eh bien, je crois que le comité directeur suivant, les présidents de ligue ont dit niet. Il n'est pas question que des gens là, aux critères financiers ou qui descendent en 2e division. Le premier critère qu'il faut mettre, c'est d'abord le niveau de jeu. C'est la première division. Donc, il ne fallait même pas chercher parce que c'est tous les gens de première division qui passaient. Ça, c'est une anecdote que j'ai retenue, mais parce que les gens sont trop accrochés effectivement au club et on le comprend parce qu'ils dépenseraient énormément de choses pour ça. 3 minutes. Je finis, je suis sur la fin. Donc, je crois que pour le reste, c'est dire que le mieux, là, peut-être, c'est justement l'effort qui est en train d'être fait sur le plan qualitatif, sur le plan de calendrier des compétitions. Les gens jouent régulièrement et peut-être qu'il va se faire. L'autre, maintenant, c'est l'expérience. Je crois que l'expérience, c'est les clubs africains. On s'est tous émus de
disqualification, je dirais, parce qu'il y a eu un problème d'arbitrage, un problème que les gens ont fait à Génération Foot, qui les a déstabilisés. Et peut-être qu'il faudrait d'été, qu'avec les collègues et tout ça, nous travaillons quand même à la résilience des clubs face à l'adversité, aussi bien à l'extérieur que chez nous. L'adversité, tous les problèmes qu'on peut rencontrer qui peuvent déstabiliser un club. Et ça, c'est effectivement, moi je pense que Génération Foot, après qu'on était renvoyé sur le deuxième niveau, ont été déstabilisés par l'histoire qu'ils ont vécue. Moi, je crois sincèrement parce qu'ils avaient ce niveau. Mais ça veut dire que donc, là aussi, il fallait il manquait un peu peut-être de préparation. Pour le reste maintenant, essayons de passer le premier tour. C'est un apprentissage, mais je pense, bon, on ne perd pas espoir. Donc les clubs professionnels, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on arrive sur la fin. C'était juste pour résumer que les solutions conjoncturelles devraient donc peut-être céder la place à des stratégies viables désormais. Et vraiment peser le pour et le contre dans les choix. La planification stratégique du développement du football qui devra préciser pour la période ciblée les principaux objectifs, les principaux types d'actions et de moyens qu'elle met en œuvre pour atteindre les objectifs, est connu de tous. La mise en place d'une politique de développement technique qui en constitue le maillon essentiel devrait être aussi un objet de notre plaidoyer. Évidemment, tout cela devra être sous-tendu par une volonté politique du gouvernement, de nos politiques, justement dans nos politiques publiques du sport, de développement du sport. Je vous remercie de votre attention.